Merci. Oui, alors après le climat et la ville de ce matin, je vais essayer de vous parler d'eau. Et vous allez voir qu'il y a une sorte de lien assez fort. Bon, pour vous dire que nous, notre échelle, c'est pas la ville, c'est pas le département, c'est pas la région, c'est le bassin hydrographique. Donc sur l'ensemble des bassins qui comportent donc le bassin Adour-Garonne, c'est un quart sud-ouest de la France. On a fait du traitement statistique et c'est vrai que le changement climatique est déjà en cours sur le bassin. Et les projections qu'on peut avoir pour 2050 sont assez alarmistes. En moyenne, alors une moyenne température annuelle de plus de degrés et surtout vrai, donc vous voyez les cartes qui sont sombres, en été et à l'automne, avec donc des augmentations de température. Donc comme on l'a dit ce matin, hein, l'été 2003 serait finalement une sorte d'été moyen, une référence pour 2050, ce qui nous va avoir beaucoup d'impact sur le cycle de l'eau. Alors très brièvement, le changement climatique, pourquoi ça a un impact majeur sur le cycle de l'eau? Alors a priori, on nous annonce à peu près le même cumul de précipitations d'ici à 2050. Par contre, l'élévation de la température de l'air fait augmenter de façon très significative l'évapotranspiration. Et donc, on aura moins d'eau pour l'infiltration et pour l'écoulement. Hein, en moyenne, de l'ordre de moins 20 à moins 40% de débit dans les rivières. Et puis, des recharges de nappes aussi très impactées. Ces conséquences sur le débit des rivières, ça a aussi des conséquences directes sur la température de l'eau des rivières et du coup a des conséquences aussi induites sur la qualité de l'eau par manque de dilution par exemple et sur les milieux et la biodiversité inféodée aux milieux aquatiques et humides. Donc même si le cumul des précipitations serait a priori équivalent, l'élévation de la température de l'air et donc l'évapotranspiration pourrait amplifier ce qu'on appelle nous un déséquilibre quantitatif qu'on a déjà sur le bassin qui est de l'ordre, donc la période d'étiage, la période de basse eau l'été, de l'ordre de 200 à 250 millions de mètres cubes qui nous manquent pour équilibrer besoins et ressources. Il pourrait donc faire augmenter, enfin le changement climatique pourrait faire augmenter ce déficit de l'ordre de 1 milliard, 1,2 milliard de mètres cubes à l'horizon 2050, puisque les étiages commenceraient plus tôt dans la saison, seraient plus sévères l'été et dureraient plus tard à l'automne. Voilà. Et ce, dans un bassin qui va recevoir au bas mot 1,5 million d'habitants en plus, donc a priori avec une pression sur la ressource supplémentaire. Alors nous venons de le voter, enfin le comité de bassin, le Parlement de l'eau, hein, vient de voter un plan d'adaptation au changement climatique qui recouvre tous ces enjeux par rapport à l'eau. Donc évidemment nous on est centré eau, mais vous allez voir qu'on fait du lien avec la ville et avec l'aménagement du territoire. Et en premier lieu, donc vu les chiffres que j'ai donnés tout de suite, la question de la disponibilité de la ressource, qu'elle soit souterraine ou de surface. Mais aussi la question des événements extrêmes. Alors la sécheresse que l'on met plutôt avec ce critère de disponibilité en eau, mais aussi donc les événements extrêmes de type crue, inondation, coulée de boue. La probable dégradation de la qualité de l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, du fait de l'élévation de la température de l'eau et du fait du manque de dilution. La fragilisation de la biodiversité inféodée au milieu humide. Et puis sur la façade littorale, l'érosion et la submersion marine. Donc le plan doit traiter de tous ces enjeux. Et il comporte 7 chapitres, donc je ne vais pas détailler, mais d'abord prendre conscience, la prise de conscience. Le groupe de travail qui a élaboré ce plan avec nous insiste sur le fait que le grand public n'a pas conscience de ce qui va arriver dans le futur, notamment sur l'eau. Ensuite, assurer une gouvernance, et notamment une gouvernance adaptative, c'est-à-dire changer de règlement d'eau, par exemple, très régulièrement, tous les 10 à 15 ans. Alors qu'à l'heure actuelle, une fois que c'est acquis, ça paraît acquis pour tout le temps. Troisièmement, et là je vais y revenir, intégrer les enjeux futurs de l'eau dans l'aménagement du territoire, donc documents d'urbanisme et projets d'aménagement qui doivent intégrer la disponibilité de l'eau très en amont. Miser sur la nature, donc on a tout un chapitre sur les solutions fondées sur la nature, on reviendra sur le verdissement des villes. Renforcer un développement économe en ressources, moins polluant et puis moins vulnérable. Donc là, ça engage tous les acteurs socio-économiques, mais aussi les citoyens et les collectivités.
Tout un chapitre sur ce qu'on appelle des mesures grises, hein, des mesures basées sur les infrastructures matérielles, sur les équipements, notamment pour sécuriser la ressource et pour se prémunir contre les risques naturels. Et puis un volet, et on revient avec le volet gouvernance, en fait, un volet connaissance et innovation. Donc ce qu'on appelle aussi dans le jargon de l'adaptation au changement climatique, des mesures institutionnelles douces, immatérielles. Donc je reviens très brièvement sur eau et aménagement du territoire, parce qu'il y a quand même des aspects très importants par rapport à l'aménagement urbain. Donc là on est plutôt sur des mesures douces, le petit logo rose, notamment quand on parle de planification. Donc évidemment l'agence d'urbanisme, voilà, c'est pour nous un partenaire très important. C'est notamment prévoir en amont la satisfaction des besoins par rapport à la disponibilité de la ressource. On voit trop et on ne va plus pouvoir. On voit trop d'étalement urbain qui ne considère pas l'eau en amont, la disponibilité de l'eau en amont, et donc multiplie les kilomètres de réseau qui ont un coût économique, mais un coût énergétique aussi de mise en place, et puis d'entretien, de maintenance et d'exploitation. Et donc on favorise quand même des projets d'aménagement qui intègrent très en amont la disponibilité en eau. Alors pour Toulouse, on n'en parle pas trop. Pour la région bordelaise, par exemple, c'est une vraie question. L'autre bout de la chaîne, c'est aussi très important d'intégrer les capacités d'épuration, des stations d'épuration par rapport à la capacité du milieu qui reçoit les effluents. Et ça aussi, souvent, quand on décide d'un aménagement urbain, on doit vraiment prendre conscience en amont de l'installation, de l'adéquation entre la qualité des rejets et la capacité du milieu à les recevoir. Tout ce qui est aménagement du territoire, donc que ce soit les projets, la planification, donc les documents d'urbanisme ou les projets d'aménagement, doivent aussi faire la place belle à les zones naturelles d'expansion de crues. Donc on a parlé surtout de disponibilité en eau, mais en fait il y a aussi le risque non négligeable d'inondation et de crues. Et donc là, l'agence de l'eau favorise toutes ces zones naturelles en bord de cours d'eau qui permettent la mobilité de la rivière. On a tout un chapitre sur la limitation de l'imperméabilisation des sols et éviter aussi le ruissellement pluvial. Donc là, plus qu'un service climatique, c'est plutôt des cartes de potentiel d'infiltration de l'eau dans le sol et les cartes de zones humides qui sont importants à intégrer dans la planification urbaine. Et puis tout un chapitre sur préserver et restaurer les continuités écologiques, ce que les gens de l'urbanisme appellent les trames vertes et bleues. Donc ça, ce sont des corridors très utiles pour préserver les berges et pour préserver par l'ombrage la rivière. Mais c'est aussi très utile pour la biodiversité. Et on ose espérer que ce sera très utile aussi par rapport à l'îlot de fraîcheur, en fait, des zones vertes en bord de cours d'eau. Donc on a tout un chapitre qui s'intitule « Miser sur la nature ». C'est donc à la fois des solutions fondées sur la nature qui sont intéressantes dans le domaine de l'adaptation, mais également de l'atténuation. Et on a un axe notamment qui s'appelle « Préserver et restaurer les espaces fonctionnels ». Donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est plutôt non plus dans la planification, mais dans la mise en œuvre concrète, de préserver autant que faire se peut toutes les zones humides, toutes les zones naturelles d'expansion de crues, de désimperméabiliser si on peut, de limiter l'artificialisation. Donc là, je pense qu'il va y avoir une annonce de Nicolas Hulot ce soir dans ce domaine-là. Il est même peut-être un jour envisageable d'avoir une redevance supplémentaire liée à l'artificialisation des sols. Et on a aussi tout un chapitre qui concerne le verdissement des villes. Donc on l'a entendu ce matin, ça peut avoir un impact pour baisser l'îlot de chaleur urbain. Nous, on met une alerte, c'est en tout cas sans consommer plus d'eau potable, voire sans consommer plus d'eau tout court, ce qui risque d'être difficile par rapport à la mission de transpirer pour la végétation. Et puis, bien que ce soit un plan d'adaptation dans le domaine de l'eau, on s'est aussi associé à l'ARS et on a parlé de santé environnementale, et donc il y aura une intervention sur la santé tout à l'heure. Le verdissement des villes, oui, donc attention à l'eau potable, mais aussi attention au risque d'allergie et au risque de colonisation de vecteurs comme les moustiques tigres, de vecteurs de maladies,
puisque ces zones vertes sont souvent aussi des zones humides, on va dire, quelque peu, et du coup avoir d'autres inconvénients. On a donc tout un chapitre qui promeut un développement plus économe, moins polluant et moins vulnérable. Et donc là, ce sont des mesures à la fois douces, des mesures vertes, des mesures grises basées sur les infrastructures. Et là, on demande un engagement de tous les acteurs socio-professionnels, un engagement des citoyens et un engagement aussi des collectivités. Et dans le domaine des collectivités, on a fléché tout l'intérêt. On en a un peu parlé aussi ce matin, tout l'intérêt d'une agriculture et d'une écologie urbaine. Donc là, c'est toujours pareil. C'est pour nous, quand on a le regard de l'eau, c'est plus par rapport à favoriser l'infiltration de l'eau et de ne pas bétonner des sols agricoles proches des villes. Mais là encore, avec une alerte sur la consommation en eau. Traiter les premières pluies d'orage et pourquoi pas stocker ces eaux et pour les réutiliser plus tard. Mais en tout cas, ces eaux-là ont un impact énorme sur la qualité des eaux après dans les rivières en fait, hein, parce qu'elles ce sont des eaux qui arrivent sur des villes et donc elles prennent vraiment les premières pollutions. Et favoriser tout ce qui est technique alternative de gestion des eaux pluviales, hein, donc plutôt que ce qu'on dit le tout tuyau, de faire plutôt des noues végétales, mais là encore, toujours avec ce risque potentiel de développement des moustiques tigres par exemple. Bon, après, on a des techniques de gestion de ces espaces verts qui doivent vraiment être pris en compte. Et enfin, on a un dernier chapitre qui concerne la connaissance et l'innovation. Donc, mieux connaître, le comité de bassin a décidé d'une expertise, d'avoir sur le bassin une expertise hydroclimatique et de créer un centre de ressources qui parle eau et changement climatique. Donc, nous, en termes de besoin de services climatiques, on n'est pas vraiment à l'échelle de la ville. Par contre, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des précisions, des prévisions plus précoces, on va dire, dans le temps que l'échéance 2050, qu'on prend souvent comme échéance quand on parle du changement climatique. Donc on aimerait bien des prévisions décennales. Et là aussi, ça a été un peu évoqué ce matin, c'est-à-dire que nous, en gestionnaire de la ressource, on aimerait bien aussi des prévisions saisonnières, pour savoir si on va vers une année sèche ou une année plutôt humide. Voilà. Le plan redit aussi tout l'intérêt d'innover, parce que s'adapter au changement climatique dans le domaine de l'eau, ça ne sera pas tout simplement s'ajuster et faire à peu près comme aujourd'hui. Ça sera vraiment transformer nos modes de vie et nos modes de consommation, nos modes de production. Et donc il faut de l'innovation et l'Agence de l'eau soutiendra des projets innovants. Et puis faire connaître, transférer, diffuser, vulgariser, accélérer les transferts de bonnes pratiques. Et en ce sens, donc, on a un partenariat avec la UAT, mais on a aussi un partenariat avec les autres agences d'urbanisme, que sont Bordeaux ou le Pays Basque. L'idée est vraiment de travailler en amont avec les partenaires pour qu'ils prennent en compte l'eau dans les projets d'aménagement et les projets de planification urbaine. Voilà. J'en ai fini, je crois. Un petit commentaire, merci déjà pour cet exposé. Un commentaire par rapport aux demandes de prévision saisonnière et de prévision décennale. Alors pour la prévision saisonnière, la chose est déjà en étude, hein, parce que Météo France produit des prévisions saisonnières, et il y a des prolongements, des extensions de ces prévisions saisonnières qui sont développées au sein de projets, notamment un projet européen, qui vise à étudier la prévisibilité saisonnière des ressources en eau. Et c'est aussi d'ailleurs quelque chose qui est abordé dans le cadre de cette convention. Voilà, mais avec finalement un petit peu de signal, s'il y a un petit peu d'information, mais c'est pas quelque chose qui est aussi robuste que les prévisions météorologiques, mais en tout cas ça peut apporter de l'aide à la décision. Par contre, pour ce qui est de la prévision décennale, la communauté scientifique a beaucoup travaillé là-dessus. Il a démarré ça il y a à peu près une dizaine d'années avec beaucoup d'espoir. Et il apparaît finalement que la prévisibilité se limite plutôt à une fenêtre de 1 à 3 ans plutôt qu'à 10 ans. Et d'autre part, les seuls endroits dans le monde où on a vraiment de l'information, c'est plutôt sur la partie nord de l'Atlantique Nord.
et même très peu sur les régions côtières attenantes de France, par exemple. Donc là, je dirais qu'on n'y est pas, et ça me semble vraiment prématuré d'imaginer baser de la décision là-dessus. Mais c'est pas la fin de l'histoire, hein. C'est une activité de recherche qui continue et qui peut-être un jour produira des résultats exploitables par vous notamment. Merci. Tu as parlé qu'il y avait une différence entre Toulouse et Bordeaux. Oui, en fait, à l'origine de la ressource, en fait. Toulouse, pour son eau potable, utilise la Garonne. Et Toulouse n'est pas si loin que ça des Pyrénées. Bordeaux est très loin des Pyrénées et utilise pour son eau potable une ressource souterraine très profonde qui ne se renouvelle pas avec les pluies, en fait. C'est vraiment un stock patrimonial. Et donc l'augmentation de population à Bordeaux, même si la consommation par individu a tendance à baisser ou au moins à se stabiliser, ce que j'ai pas dit par rapport à 2003, c'est que 2003 pour nous c'est aussi plus 15% d'eau potable consommée. Les pics les canicules, c'est assez mécanique, on utilise plus d'eau. Donc en fait, la question c'est si on est sur une ressource patrimoniale souterraine profonde et qu'on continue à augmenter la population, enfin il y a des projections faites d'un continuum entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon par exemple, toute cette zone-là n'a pas forcément la disponibilité de la ressource à proximité. Donc de vraies questions de choix d'urbanisme, voire ce que nous on aimerait, mais c'est notre point de vue de l'eau et elle a assez peu d'influence, c'est-à-dire limiter l'urbanisation et limiter l'arrivée de nouvelles populations dans ces zones, puisqu'il n'y aura pas d'eau potable disponible pour ces gens. Dans le plan d'adaptation, on a expérimenté le dessalement d'eau de mer. Donc je ne sais pas si sur la façade littorale, puisque c'est un phénomène, la population vient particulièrement sur la façade littorale, au-delà de l'axe Toulouse-Agen-Bordeaux. Sur la façade littorale, quand on n'a pas de ressources telles que la Garonne, la question se pose en fait d'imaginer de l'urbanisme sans avoir pris conscience au départ qu'il fallait de l'eau potable, quoi. Et donc des kilomètres de canalisation, des interconnexions, enfin c'est vraiment très lourd, quoi. Il marche, voilà. J'aimerais savoir si l'agence de l'eau travaille avec les collectivités pour les aider à s'approprier votre plan. Parce que beaucoup de personnes, effectivement, vous l'avez dit au début de votre intervention, ont un peu encore du mal à prendre en compte les enjeux liés à l'eau. Par contre, les collectivités, quand même de plus en plus, notamment avec les fortes pluies qu'on a eues pendant les 5 premiers mois, et les élus commence à réfléchir sur des mesures d'adaptation au changement climatique, notamment par rapport aux inondations, hein, mais pas que. Alors là, je ne parle pas de Toulouse qui est un PPRI, mais surtout les SCOT qui sont au nord ou au sud. Certains ont les PPRI, mais il y a quand même des infiltrations d'eau, des problèmes d'argile, etc. Est-ce que l'agence de l'eau peut les aider à travailler sur l'appropriation de votre plan et les mesures qu'ils pourraient mettre en œuvre? Alors, c'est vrai que je suis passée rapidement. Le plan a été voté lundi. Donc l'idée de le diffuser sur les territoires, ça va être notre boulot, voilà, là, à partir de maintenant en fait. On a déjà, pour certains PCAET qui ont un volet adaptation, comme ça a été présenté ce matin, on a déjà des équipes qui localement travaillent, vont aux réunions, insistent sur la prise en compte de l'eau dans la problématique, etc. Mais tout ce qui est, on va dire, diffusion de ce plan, d'aller sur les territoires pour en discuter, ça va être à partir de l'automne en fait. On va notamment, il y a un grand événement chez nous qui s'appelle les forums locaux de l'eau. Donc un par sous-bassin, comme j'ai dit, le Lot, la Dordogne, la Garonne, Tarn-Aveyron.
On a donc des forums locaux où on invite toutes les collectivités, les élus, mais aussi les techniciens, les acteurs sociaux et professionnels à venir discuter de ces mesures d'adaptation. Après, voilà, il y a des mesures qui seront de niveau bassin, et nous, voilà. Mais après, évidemment, plein de mesures locales à prendre en compte. Oui, voilà. Sur la partie comment faire pour éviter le tout tuyau quand on organise une nouvelle zone. Est-ce que vis-à-vis de la ressource et vis-à-vis aussi de l'évacuation des eaux? Alors il existe beaucoup de techniques dites alternatives aux tuyaux d'évacuation. Hein. En fait, c'est tout ce qui peut être donc déjà de la végétalisation, ce qu'on appelle la noue, hein, qui est une qui est une sorte de fossé, on va dire, végétalisé, qui permet l'évacuation de l'eau, mais aussi l'infiltration de l'eau. Et puis, il peut y avoir tous les équipements technologiques de chaussées filtrantes. En fait, mine de rien, il y a beaucoup de choses dans le domaine des matériaux qui peuvent aider aussi à éviter le gros afflux de pluviales, et donc de permettre l'infiltration à la source ou en temps différé, donc ce que nous on appelle à la source, c'est-à-dire à l'endroit où il pleut, de maximiser l'infiltration plutôt que de l'évacuer. Voilà. Donc il existe beaucoup d'équipements, que ce soit la végétalisation, mais aussi beaucoup d'équipements technologiques, et c'est tout ce qui peut être alternatif aux tuyaux est finalement assez peu connu. Et on s'aperçoit que c'est souvent moins cher. Donc en fait, il faut vraiment faire la promotion de ces alternatives. Alors là, je n'ai pas de statistiques de mise en œuvre, mais pour nous, à notre échelle, sur l'ensemble du bassin, on estime qu'on pourrait faire beaucoup mieux, c'est sûr.